Donc merci à tous d'être là. On va commencer, parce qu'on est déjà en retard. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une conférence sur l'intelligence artificielle. Alors, orienter les problématiques qu'on a un peu tous en commun dans nos entreprises, qui est la ressource humaine. Donc je vais un peu vous expliquer comment l'IA ne va pas supprimer de l'emploi, mais comment elle va le recréer, comment elle va aussi engendrer de nouveaux emplois et surtout un nouveau type d'emploi et comment elle peut assister des personnes dans les emplois. Donc je vais déjà commencer par me présenter rapidement. Donc moi je suis Michael Dorade de la société ITDM Group. Donc ITDM Group est spécialisé dans le développement d'intelligence artificielle et de logiciels. On est une société qui est un peu partout dans le monde. Donc on est au Canada, on est en France, on est en Belgique. Aujourd'hui représenté par justement la région wallonne. Et voici, voilà. Hop. Alors, je vais essayer d'être un peu interactif avec vous, c'est important, puisqu'on sache un peu ce que vous savez justement sur l'IA, pour voir un peu vers quoi on va s'orienter. Première question, est-ce que ici tout le monde a déjà entendu parler de l'intelligence artificielle? Ceux qui l'ont déjà fait, levez juste votre main, donne une idée. Nickel. Plutôt côté technique? Ouais, technique. Ok. Alors, pour ceux qui ne sont pas très techniques, je vais juste expliquer en 2 secondes et de façon extrêmement simple l'intelligence artificielle par rapport à un algorithme simple. C'est simple, un algorithme, vous allez le prendre et vous allez faire 1 + 1 = 2. Donc, comme on peut le voir ici sur le schéma, on a un début, on a une condition, on a des instructions, c'est vrai, c'est faux, et le choix est fait. Une intelligence artificielle va pouvoir prendre des décisions elle-même. Elle va pouvoir dire c'est vrai, c'est faux, mais ça peut être autre chose. Exemple, ici. Alors c'est un peu barbare comme schéma, mais là on a un peu le fonctionnement de l'intelligence artificielle par rapport au cerveau humain. Ça fonctionne plus ou moins de la même façon. J'ai découpé l'image en parties, j'ai reconnu tel élément, et donc je sais que c'est un chat. Je ne vais pas commencer à vous expliquer les réseaux neuronaux, tout ça. Je pense que pour aujourd'hui, il est 17h. Ok. Un autre exemple d'intelligence artificielle, par exemple, c'est quelque chose qui est assez utilisé, ce qu'on appelle le machine vision. Là, je prends l'exemple de TensorFlow, qui est un framework qui est développé par Google. TensorFlow, en fait, va vous permettre de très facilement mettre en route de l'intelligence artificielle. Là, par exemple, on est sur ce qu'on appelle du machine vision. Donc, on a donné des images à une IA et on lui a dit, OK, ben ça, c'est un camion, ça, c'est un autocar, ça, c'est un bus, ça, c'est un 4x4, ça, c'est une voiture de luxe. Et elle va reconnaître sur l'image les différents éléments. Elle va pouvoir reconnaître un piéton. Et ainsi de suite. Là, on a un peu de machine vision un peu en live, où ça détecte sur de l'image. Donc, on peut faire sur de l'image ou de la vidéo. D'autres éléments de l'intelligence artificielle, on va avoir tout ce qui est détection d'intrusion. Donc, par exemple, une caméra va être capable de détecter des mouvements, va être capable de détecter un intrus, va être capable de détecter le type d'intrus. Par exemple, c'est utilisé dans la savane sur des caméras pour détecter quand un lion va passer, de pouvoir aussi le comptabiliser parce que l'IA a la capacité de pouvoir reconnaître un lion dans une savane. Un algorithme ne pourra pas le faire. Ensuite, on va avoir des détections d'anomalies. On a ici, par exemple, PLC qui fait ça. Donc, la détection d'anomalies, ça va vraiment être des éléments sur des capteurs. Donc, vous allez détecter une anomalie, par exemple, une hausse de température, une vibration, et vous allez pouvoir en fait envoyer une instruction en disant voilà, on a une problématique sur cette machine-là. Alors, je vais beaucoup utiliser des case studies parce que c'est ce qui me parle moi le plus. On a par exemple chez Butachimie, qui est dans la région pour ceux qui connaissent. Butachimie avait cette problématique avec leur compresseur. Donc ils ont énormément de compresseurs un peu partout dans l'usine et la problématique était de pouvoir faire de la maintenance prédictive. Aujourd'hui, avec quelqu'un qui tournait dans l'usine, qui allait voir chacun des 600 compresseurs dans l'usine et allait dire ok, effectivement, ce compresseur fonctionne bien, celui-là fonctionne bien. Donc ils faisaient des fiches de maintenance qui étaient posées sur un bureau et oubliées. C'est une problématique parce que déjà on est sur du papier. Donc si on est sur du papier, il n'y a pas de traitement de données. S'il n'y a pas de traitement de données, je ne pourrais pas récupérer ces données pour en faire de l'intelligence artificielle. Et donc ça commence par là l'intelligence artificielle, se digitaliser, transformer la donnée papier en une donnée exploitable. Et donc eux ont fait ça, ils ont mis des capteurs sur toutes leurs pompes et sur tous leurs compresseurs pour voir les vibrations, les températures, qu'est-ce qu'on avait d'autre, les fuites par exemple d'huile et ainsi de suite, et de voir la maintenance proactive justement, de savoir si à un moment cette vibration-là, ça veut dire qu'il risque d'avoir telle problématique sur ce compresseur. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Après, on a tout ce qui est scan OCR, pour ceux que ça parle, c'est lire un document et reconnaître les textes, l'écriture sur les textes.
d'un document. Ok. Ce qui m'intéresserait à savoir ici, aujourd'hui, donc on va parler vraiment de cette problématique de l'emploi. On le sait tous, aujourd'hui, recruter, c'est compliqué. Former, c'est compliqué également. Donc, c'est des problématiques que toutes les entreprises connaissent. Je veux dire, pas une entreprise passe à côté de cette problématique-là. Donc, je vais vous montrer un peu comment cette intelligence artificielle va pouvoir nous aider à exploiter justement nos ressources de façon intelligente et surtout efficacement. Parce qu'il y a ce problème de ressources, donc le manque de ressources, mais il y a aussi la pénibilité du travail et ainsi de suite. Alors, on parlait justement de pénibilité. Là, c'est un parfait exemple. On est chez Bonduelle. Chez Bonduelle, ils avaient une problématique qui était le visuel. Donc, chaque boîte de conserve, alors on est sur les boîtes de conserve, mais c'est la même chose pour des paquets de produits congelés, eh ben, c'est de vérifier que le produit est conforme de façon externe, mais de façon interne aussi. Donc, on va avoir une analyse infrarouge. On va vérifier la conformité de la boîte de conserve. On va vérifier si elle n'a pas de pointe de rouille. On va vérifier si dans le paquet congelé, tout est bien dissocié. On n'a pas un gros bloc de légumes, par exemple. Si vous avez un gros bloc de légumes, il y a une problématique, c'est qu'il y a un problème sur la surgélation. Ça, par exemple, entre parfaitement dans cet aspect de pénibilité du travail. Pourquoi ? Parce qu'avant ça, est effectué par un être humain. C'est-à-dire qu'on avait une personne qui était derrière ces boîtes de conserve et qui passait sa journée à regarder les boîtes de conserve passer, de vérifier, de dire ok, elle est conforme, elle n'est pas conforme. Deux problématiques à ça. La fiabilité. Malheureusement, l'être humain, par rapport à une machine, il y a la fatigue, il y a l'humeur, il y a plein de choses qui vont faire qu'à un moment, il va faillir, alors qu'une machine, elle va pas faillir. Elle a sa caméra, elle fonctionne, elle lit, elle exploite. Donc là, on va rentrer dans ce côté de pénibilité qui est important pour l'être humain et qu'il faut transformer. On en parle de plus en plus, la pénibilité au travail, c'est quelque chose qui est important. Autre chose importante, et ça c'est pour moi vraiment l'une des clés du succès de l'intelligence artificielle dans l'emploi, ça va être la formation et l'optimisation. Extrêmement important. Pourquoi ? Grâce à de l'intelligence artificielle, comme vous pouvez le voir sur cette petite vidéo, on analyse l'être humain, on va analyser ses emplacements de main et on va analyser où est-ce que l'emplacement doit être mis. Ça a plein d'avantages. Premier avantage, la personne a une télé devant lui, il va pouvoir voir un peu ce qu'il doit faire dans son process et il va pouvoir dire « Ok, je dois le placer à tel endroit ». Et au fur et à mesure, si à un moment il rate, alors je vais m'approcher ici, donc vous voyez en fait il y a une chaîne de process qui se trouve ici et à chacun des process, vous allez voir que les éléments rouges changent. Donc les rouges c'est la chose qui va devoir être faite, le jaune c'est l'emplacement des mains. Et par rapport à ça, ça va nous permettre de former les gens justement sur des process de montage sans qu'ils soient formés spécialement à ce métier-là. Un autre bon exemple que vous allez pouvoir retrouver sur le salon, qui se trouve quelque part là-bas, ça s'appelle Holo3, qui est une société qui se trouve à Strasbourg, qui sont dans le même principe. Donc ça veut dire qu'avec là, eux travaillent sur la réalité virtuelle, sur le métier de tailleur de pierre. Donc comment un tailleur de pierre va être formé ? Il va mettre des lunettes à réalité virtuelle et ça va être très précis. On va calculer le mouvement et on va analyser si le mouvement est fait parfaitement. Tout ça grâce à de l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire que déjà, on a un scope supplémentaire sur la formation des personnes. Puis là, on va commencer aussi à travailler la productivité d'une chaîne de production, tout bêtement. Pourquoi ? Parce que cette chaîne de production, on va pouvoir calculer le temps qu'on a mis pour faire ça et on va pouvoir optimiser en disant est-ce qu'il n'y a pas un mouvement qui est fait de trop ? Est-ce que le mouvement est parfait ? Est-ce qu'on ne peut pas aller plus vite, plus efficacement ? Au plus on sera productif, au plus on sera rentable, au moins il y aura de travail aussi pour la personne. Ça veut dire qu'il ne va pas devoir se déplacer 3 pas pour aller chercher une pièce, la ramener. On essaye de créer un environnement autour de la personne. On a l'aide à la décision. L'aide à la décision, c'est assez simple. En fait, ça va être tous les KPI qu'on va générer, toutes les données qu'on va générer pour nous permettre justement de prendre des décisions correctes sans avoir tout ce qu'on a sur le terrain. Donc, par exemple, le directeur financier ne sait pas spécialement ce qui va se passer dans un stock, ne sait pas ce qui est sorti, ce qui est rentré. Et bien justement, la digitalisation de ces données, le transfert de ces données, créer un master data et mettre ça dans des dashboards avec de l'intelligence artificielle, vous allez rentrer dans un outil d'aide à la décision. Ce qui va permettre aussi de mieux former, d'avoir une meilleure idée. Donc ça aide à prendre des décisions pour les personnes qui ne sont pas sur le terrain, mais ça va aussi aider par exemple pour le recrutement, de savoir par exemple telle ou telle personne sont nécessaires pour un poste. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal dans les entreprises à définir vraiment le poste clé dans une entreprise. De dire voilà, aujourd'hui on a vraiment besoin par exemple de quelqu'un en logistique. On se dit la chaîne de production est longue, mais
on ne sait pas spécialement pourquoi. Avec un outil d'aide à la décision, on peut vraiment pointer du doigt les éléments dans une entreprise qui vont commencer à avoir un défaut. Ensuite, on a l'assistance. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'important. Ça va être, donc on est sur un mélange de scan OCR et d'IA. C'est assez simple. Un très bon exemple, ça va être Envie. Donc pour ceux qui connaissent, quelqu'un connaît Envie, les magasins de reconditionnement? Donc Envie, en fait, ce sont des magasins en France qui font du reconditionnement d'électroménager et qui emploient des personnes handicapées en réinsertion, qui ne savent pas lire et ainsi de suite. Et donc là, on avait un gros challenge parce qu'ils nous ont dit, voilà, aujourd'hui, on a du matériel qui rentre chez nous. On a des micro-ondes, on a des fers à repasser, on a des ordinateurs, mais on a des personnes qui ne savent pas spécialement lire. Comment est-ce que vous pouvez nous résoudre ce problème? Et bien en fait, on a commencé à le résoudre par l'étiquette. Donc ça veut dire que la machine va rentrer chez Envie, on va le prendre en photo avec un appareil photo, et l'IA va reconnaître l'appareil. Et donc elle va pouvoir guider la personne. Exemple, une personne qui ne sait pas lire, bon exemple, qui ne sait pas lire, et ben on va pouvoir lui mettre un système vocal qui va pouvoir lui dire, ok, c'est un micro-ondes, et le guider tout le long de la réparation. Ce qui veut dire qu'une fois que le micro-ondes sera rentré, on va passer dans l'atelier pour la réparation. On a de l'IA qui va faire aussi de la prédiction de réparation par rapport au type de produit, parce qu'on sait par exemple qu'un micro-ondes Bosch, par exemple, c'est souvent le moteur ou l'aimant ou alors le moteur de rotation qui tombe en panne. Et donc là, qu'est-ce qui va arriver? On va le conseiller de d'abord changer ce moteur et de vérifier. Donc il y a toute une assistance qui va se créer autour de ça et qui va guider l'opérateur qui n'est ni formé, qui ne parle pas français, qui ne sait pas lire. Eh ben, il va être suivi par l'IA et il va pouvoir effectuer un travail. Alors aujourd'hui, on entend souvent, alors ça c'est une petite histoire que j'aime bien raconter parce qu'elle est importante. Il y a à peu près 3 mois de ça, on a eu un projet avec le Pôle emploi de Grand Est. Et j'ai une question, je pense que tout patron se pose, ou en tout cas tout chef d'entreprise se pose. C'est quand j'ai eu le directeur de Pôle emploi, je lui ai dit, mais truc que je comprends pas. Chaque fois que je parle à un patron ou à quelqu'un autour de moi en lui disant, écoute, ça va l'entreprise? Ah, on a du travail par-dessus la tête, mais on n'arrive pas à recruter. Et là, dans la discussion avec lui, je lui dis, mais comment c'est possible qu'on n'arrive pas à recruter alors qu'il y a autant de chômeurs en France? Et la première chose qu'il m'a dit, le problème, c'est que les personnes qui sont au chômage aujourd'hui, ce sont des personnes qui ne sont pas qualifiées et qui ne peuvent pas rentrer dans le monde de l'emploi. Et ben, je pense qu'aujourd'hui, c'est totalement faux. Des personnes qui sont handicapées, des personnes qui ne savent pas lire, des personnes qu'on dirait limitées, peuvent totalement rentrer dans le monde de l'emploi grâce à de l'assistance avec de l'intelligence artificielle. Et c'est le cas d'Envie, puisqu'aujourd'hui, on a été récompensé par les Cadors sur ce travail d'assistance. Je vais peut-être faire une petite pause. Est-ce que quelqu'un a des questions sur ce qu'on vient de voir? Non? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que certains ici voient d'autres problématiques? Parce que là, j'en ai exposé 4, qui est l'assistance, la pénibilité. Mais est-ce que d'autres ici voient des problématiques justement dans l'emploi, dans vos entreprises, au quotidien? Je vois des grands yeux, donc il doit en avoir plein, je suis sûr. Kevin, t'as une idée? Attends. Je vais faire mon sport, t'as vu? Au niveau des bâtiments, par rapport à la prise de décision sur l'anticipation de mise en chauffe et de la consommation énergétique pour l'optimisation en fait. Aujourd'hui, on est sur des systèmes qui sont préprogrammés et qui ne savent pas interagir par rapport au vieillissement du bâtiment, à l'altération du fonctionnement. Je pense que l'IA aujourd'hui peut avoir une aide non négligeable autour de tout cela. Effectivement, c'est un vrai sujet aussi. Ça sort un peu du scope de l'emploi, mais c'est une vraie aussi un vrai enjeu. L'emploi et l'écologie, de toute façon, c'est 2 enjeux qui sont assez forts. L'aide à la décision sur les bâtiments. Donc, par exemple, on va réutiliser des exemples. On aime bien les exemples. Donc, l'exemple, par exemple, de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. L'aéroport de Bâle-Mulhouse, une de leurs problématiques, ça va être la mise en chauffe d'un nouveau terminal parce qu'il y a plus de monde. Aujourd'hui, alors Kevin, qui fait partie de la société Sauter, comprend clairement la problématique parce que le problème, c'est que vous allez arriver dans un hall et on va dire, le hall, il faut l'ouvrir maintenant parce qu'il y a du monde qui va arriver. Chauffage à fond, on bourrine pour que ça chauffe, ça consomme énormément. Et donc, vous avez fait une grosse consommation, c'est en surchauffe, il va falloir aérer parce qu'il fait trop chaud. Et donc, il y a vraiment tout ce principe aussi.
là, l'exemple parfait pour Bâle-Mulhouse, en fait, comment est-ce qu'on peut résoudre cette problématique? C'est assez simple. On va analyser les flux autour de l'aéroport. On va analyser les flux des avions. Tout ça va mouliner dans une intelligence artificielle. On va analyser les caméras, par exemple, des flux de personnes qui arrivent, et ça va nous permettre de mettre peut-être 10-15 minutes à l'avance le chauffage en route, mais la consommation énergétique de ces 10-15 minutes de mise en route avant que les gens soient là va être énorme, pour le confort, mais aussi pour l'énergie. Donc c'est une vraie problématique aujourd'hui au niveau écologique sur les bâtiments, et encore plus sur les anciens bâtiments, sur la perte de chaleur des anciens bâtiments. C'est aussi une vraie problématique. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Non, pas d'autres questions? Pas d'autres questions? Pour vous, quelle est la vraie problématique dans l'emploi? Parce que si vous êtes ici, c'est que ça vous a parlé, le titre vous a parlé. Quelle est pour vous vraiment chez vous? Donc je vais prendre un peu les problématiques que vous avez chez vous. La problématique de l'emploi. Quelle est vraiment la chose qui vous pose problème? Qui est-ce qui veut... Mais la problématique qu'on a, enfin, moi je suis en fonction publique, donc plutôt j'aide les entreprises à faire du business, c'est la réduction du personnel. Donc les raisons sont diverses, mais alors une fois qu'on recrute une nouvelle personne, c'est qu'il faut la reformer. Ça prend beaucoup de temps, c'est un investissement. Il n'y a plus personne qui a le temps de le faire, donc on prend la personne, on la jette et puis on voit si elle se débrouille ou pas. Ben, elle n'est pas formée, elle n'est pas guidée, donc du coup après 6 mois elle part parce que c'est pas intéressant. Et donc c'est un peu le serpent qui se manque la queue. Donc la société recrute parce qu'elle a besoin, ne considère pas la formation, l'investissement en formation qui est nécessaire et dit oui mais si je m'investis trop, de toute façon elle partira, donc qu'est-ce que je fais? Et en in fine, on perd en ressources et donc on perd en productivité. Je ne sais pas comment l'AE peut aider là-dedans ou pas, mais en tout cas c'est la formation interne qui devient inexistante. Merci. Donc là on revient sur un des sujets, hein, c'était celui-ci. Voilà. C'est un vrai sujet qui est aujourd'hui, je vois qu'on a les gens du CETIM, mais je sais qu'il y a beaucoup de projets au CETIM là-dessus aussi, sur justement la transmission du savoir-faire dans les métiers. Je parlais d'Holo 3. Holo 3 est exactement dans cette partie-là, d'analyser vraiment les gestes à faire, ce qui doit être fait, et de le répéter. Pour ça, on a plein de solutions avec l'intelligence artificielle. On a effectivement ce genre de caméras qui vont pouvoir analyser les mouvements et dire, voilà, c'est comme ça avec du guidage, vraiment guidé. On a tout aussi l'anti-erreur, donc les systèmes anti-erreur, avec par exemple le fait de mettre une pièce correctement ou dans le bon bac et d'avoir l'IA qui va pouvoir vous indiquer si c'est bon, c'est dans le bon bac ou il y a ça. Et après, il y a tout ce qui va être vraiment la formation de précision et elle qui va travailler avec tout ce qui est réalité virtuelle sur vraiment le mouvement parfait pour arriver jusqu'à ça. Et là, l'exemple parfait, alors je ne sais pas s'ils ont l'exemple ici Holo 3, mais l'exemple du tailleur de pierre, on a aussi les exemples sur la sécurité. Donc, ils ont un chantier et vous allez vous balader sur le chantier et vous allez devoir effectuer des tâches. Et si vous ne faites pas une tâche, vous allez voir, en fait, ils ont un exemple parfait, c'est vous allez sur le truc, vous oubliez de mettre une barrière, vous allez ouvrir la boîte électrique et vous allez vous le faire électrocuter. Alors sur le coup, c'est un jeu, ça paraît anodin, mais je vous jure que quand vous êtes en réalité virtuelle et que vous faites électrocuter pour de faux, ça marque quand même, ça marque quand même. Donc voilà, c'est un enjeu, oui, la passation de savoir grâce à l'intelligence artificielle, je pense que c'est un enjeu très important. Je sais pas. Ouais. Merci. Alors, le temps quand la personne est embauchée, effectivement, mais il y a aussi le temps pour embaucher, tout le temps et l'énergie que ça prend d'aller faire une annonce, accueillir les gens, recevoir les gens, faire le lien avec les pôles emploi, etc. C'est un temps assez important aussi sur les problématiques RH. Tout à fait. C'est vrai que là, on est occupé de discuter du côté formation et insertion, mais effectivement, il y a tout l'avant-embauche. L'avant-embauche, en fait, il y a plein de solutions qui existent aussi en termes d'intelligence artificielle. On a tout ce qui va être le scrapping et le matching d'informations. Donc, en gros, vous allez avoir un CV, on va scanner le CV avec un système OCR, on va être capable de scraper, par exemple, sur LinkedIn et d'aller chercher la cohérence sur le CV. De dire, voilà, est-ce que déjà le CV est cohérent, puisque malgré tout, c'est un des enjeux aussi, c'est de savoir, je vais dire, moi j'en ai eu, ils avaient 19 ans, ils arrivaient, ils avaient déjà 15 ans d'expérience, donc je n'arrivais pas à comprendre le truc. Mais voilà, vous avez aussi donc le scrapping avec LinkedIn, avec les différentes sociétés, la prise de décision. Et alors après, donc c'est
C'est pas encore arrivé chez nous. Je pense qu'il va falloir encore une centaine d'années pour que ça arrive en Europe. Mais au Canada, par exemple, on a beaucoup travaillé sur l'analyse comportementale avec de l'intelligence artificielle pendant les entretiens d'embauche. Donc par rapport au comportement de la personne, par rapport aux questions qu'il va avoir, donc il y a une caméra, ils sont filmés, ils le savent, et par rapport à l'entretien qui va se passer, on va être capable de voir sa gêne sur une question. Alors ça ne veut pas spécialement dire qu'il ment, mais par contre ça peut dire que la personne ne se sent pas à l'aise sur ce sujet-là. Et en fait, quand vous sortez de l'entretien, l'IA va vous faire un rapport pour vous dire est-ce que déjà cette bonne personne est au bon endroit. Elle a postulé par exemple pour un job de gestionnaire de projet, mais finalement, quand vous avez fait l'analyse IA et que vous avez regardé un peu ce qui s'est passé, vous vous êtes rendu compte que c'est un excellent responsable. Et donc, au lieu de le mettre comme chef de projet, vous allez pouvoir le mettre comme responsable de projet. Pourquoi ? Parce que son comportement était bien, parce qu'il a gardé son sang-froid, il n'a pas émis de stress. Sur des questions clés, il a réussi à répondre de façon, je vais dire, transparente et de façon réfléchie. Et donc, en fait, l'IA va vraiment aider. Alors là, on est plus sur ce côté d'aide à la prise de décision. Vraiment de dire, voilà, j'ai analysé le comportement de la personne, j'ai analysé qui elle était, son comportement en caméra et tout ça. Et par rapport à ça, je sais dire, OK, cette personne-là, elle est adaptée pour tel type de job. Et ça, c'est un des enjeux aussi pour les entreprises, arriver à positionner la bonne personne au bon endroit. C'est dans beaucoup d'entreprises, on va avoir des licenciements parce que la personne n'est pas bonne à cet endroit-là, alors qu'il n'y a pas eu cette réflexion de dire, mais dans quel endroit elle serait bonne ? Ben, l'intelligence artificielle a beaucoup d'aspects là-dessus. Un des super aspects qu'on utilise dans la planification, c'est l'analyse des personnes dans une usine, donc leur productivité, leur bien-être. Donc en gros, quand ils arrivent le matin, ils vont donner leur état. À midi, ils vont donner leur état, c'est pas leur état, comment on appelle ça ? Leur bien-être, entre guillemets, dans l'entreprise, au travail et à l'extérieur. Et en fait, grâce à ça, on va pouvoir analyser si le job qu'ils ont fait aujourd'hui leur a plu, s'ils se sont sentis bien, quelle a été leur productivité. Et par rapport à ça, par rapport au nombre d'erreurs qu'ils vont émettre, par exemple, dans la chaîne de production, par rapport à la vitesse de cadence qu'ils ont fait, par rapport à leur état, on va pouvoir dire, cette personne-là, elle est beaucoup plus adaptée pour être à tel endroit de la ligne de production. Et là, vous allez avoir un planning qui va permettre de planifier de façon totalement automatique l'ensemble de votre chaîne de production. Mais ça pousse encore un peu plus loin parce que, comme on le sait, l'être humain, quand il fait quelque chose avec une routine, l'erreur vient. Obligatoirement. Quand vous faites quelque chose cyclé chaque fois, à un moment, vous avez tellement l'habitude que vous n'allez plus mettre les sécurités, que vous allez le faire de façon automatisée. Et là, l'IA, en fait, à un moment, va pouvoir dire, OK, on est arrivé au seuil, par exemple, à 7 cycles, c'est le seuil maximum, on va le déplacer dans une autre partie de la chaîne de production pour pas qu'il s'habitue et pour pas qu'on arrive à des erreurs. Je rebondis sur la question du bien-être au travail, qui est aussi une question importante. Par rapport à ce que tu disais sur je me sens comment le matin, le midi, le soir. Alors, question un peu piège, mais moi, dans une entreprise, si je suis pas forcément bien, je vais pas forcément le dire. Ou je vais pas le dire de manière aussi forte ou aussi vraie que. Donc, première question, c'est comment on s'assure que. Et deuxième question, c'est de la véracité, de la sincérité de la réponse. Et deuxièmement, comment, enfin, ça peut aussi être compris comme une intrusion dans, mais au bout d'un moment, c'est pas un psy, quoi. Non, c'est une très bonne question. Alors là, déjà, est-ce que ça parle à tout le monde si je parle du lean management ? Non, lean management, ça parle pas à tout le monde. Ok. Le lean management, c'est une, comment je peux expliquer ? C'est une méthode de management qui est orientée productivité et bien-être. C'est quelque chose qui vient du Japon. On le sait de toute façon. À chaque fois qu'on est dans du management efficient, ça vient du Japon. Ils sont très très bons là-dedans. Et donc dans le lean management, on travaille sur le bien-être. C'est une pyramide. En fait, c'est une maison même avec le sol, les piliers, puis le toit. Et donc ça s'appelle le lean management. Et dans le lean management, c'est une éducation à donner à ses employés. C'est-à-dire que quand tu vas leur dire, voilà, j'ai mis en place un système avec justement les pointages, de dire, voilà, vous allez donner votre avis aujourd'hui, vous allez dire, ok, tu vas me dire comment tu te sens aujourd'hui, mais c'est pour ton bien-être. C'est pour savoir si ce que tu as fait aujourd'hui t'a plu, ne t'a pas plu. Donc les gens ont souvent une vraie sincérité, puisque c'est orienté vers eux. L'entreprise en soi, il y a la productivité et tout qui va se mettre autour, mais c'est avant tout leur bien-être. Si on leur met une tâche, c'est ce que je disais tout à l'heure, la bonne personne au bon endroit, si à un moment je lui donne une tâche qui ne l'intéresse pas, il ne va pas me dire « Ah non, j'étais super heureux de le faire ». Donc il y a une sincérité aussi par rapport à leur bien-être à eux, puisque
dans la politique de l'entreprise. Alors, c'est vrai que là, on parle vraiment le côté digital de la chose, mais il y a quelque chose de très important, c'est que dans tout projet digital, il va falloir absolument amener comment on dit ça, le suivi en fait, l'envie du changement. C'est le changement que je veux dire. Voilà. Il va falloir apporter ce changement, il va falloir que les équipes suivent ce changement. Si vous décidez de mettre un changement, mais que les équipes, vous ne les avez pas portées avec vous sur ce changement, que vous ne les avez pas mêlées à ce changement, ça n'ira jamais. Vous allez les forcer. Effectivement, si vous les forcez, ça n'ira pas. Petite parenthèse, ça marche pour presque tout. Sauf un métier où ça ne va pas marcher, les aiguilleurs du ciel. Les aiguilleurs du ciel, on a un projet qui est en cours avec les aiguilleurs du ciel en Suisse. Là, c'est une question de sécurité. Ce qui veut dire qu'on ne va pas leur demander leur avis. Ils vont arriver, ils vont devoir avoir la liste de l'emplacement où ils vont être, ils vont avoir un peu leur tâche de la journée. Première chose, c'est 5-6 questions auxquelles je réponds et une analyse avec la caméra de la faciale de la personne. Et par rapport à ça, il n'y a aucun jugement qui va être fait par l'IA. Par contre, on va définir si la personne elle est bien, si elle transpire qu'elle n'est pas très bien, si les réponses ne sont pas sincères. Et en fait, ce matching entre la machine vision, donc la vision de la personne qui a répondu et les questions auxquelles elle a répondu, ça va nous donner une indication sur son bien-être du jour. Pourquoi ? Parce qu'un aiguilleur du ciel sa femme vient de l'annoncer qu'elle allait partir de la maison, vous le mettez à devoir guider des avions, on est des êtres humains. À un moment, on n'est pas des machines, l'erreur, elle peut être fatale. Eh ben, on voit que la machine va détecter que la personne n'est pas spécialement bien, eh ben, on va plutôt le mettre sur du guidage au sol, quelque chose qui va être entre guillemets plus simple et le risque est diminué. Et donc ça, par exemple, ça a été aussi une grande discussion avec les syndicats, puisqu'on le sait, les syndicats doivent aussi suivre, les syndicats des aiguilleurs du ciel. Quand on leur a présenté le projet, qu'on leur a dit voilà, c'est une question de bien-être du personnel, mais également de la sécurité des gens, c'est passé très facilement. Et donc je pense que si on veut mettre un projet dans une entreprise sur le bien-être, il faut avant tout faire comprendre à ses employés ce que ça va leur apporter. Si on leur dit on va juste être plus productif, oubliez, ça ne passera pas. Si vous leur dites ça va être plus productif, donc vous allez travailler moins, on va gagner plus, et en plus de ça, vous allez faire quelque chose que vous aimez, vous allez être à l'endroit que vous avez envie d'être, c'est tout gagnant pour un employé. C'est tout gagnant pour l'employé. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, personne. On va se faire un duel de questions. Hein. Non, bon, il y a ressources humaines et intelligence artificielle. Bon, en Chine, c'est très très poussé. Donc, ben voilà, je suis une entreprise chinoise et je vais screener 10 000 CV et donc je ne vais même pas faire des interviews. Tout est sur la haie. C'est la machine qui décide et puis j'engage. Donc, quelque part, c'est que ça devient quasi une loterie si l'algorithme, l'AI ou la prise de décision n'est pas adéquate. Et on sait tous que les algorithmes, à la base, c'est de l'humain qui programme. C'est jamais quelqu'un du métier. En général, donc, c'est très technique. Il y a plein de loopholes dans l'algorithme. Mais in fine, on va prendre une décision management basée sur un algorithme qui est pas bon. Et donc, voilà, donc comme tu disais, peut-être dans 100 ans, on aura l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau de facial recognition, etc. Au US, ça passe très bien. En Canada, en Chine, ça passe très bien. En Europe, on fait vraiment gaffe à ça parce qu'on place quand même l'humain avant le business, quand même. C'est notre force de l'Europe, hein, quelque part, et peut-être notre faiblesse. Mais donc voilà, c'est un peu les dangers de le côté un peu flicage ou automatisation. Parce que le next step, c'est, ben, moi je suis l'employé futur, ben, je vais niquer la machine, je change mon comportement. Je veux pas le job, ben, je commence je change mon comportement. C'est comme mentir au polygraphe, c'est pas très compliqué. Donc, comment est-ce qu'on gère ça et comment est-ce que moi, en tant qu'employé, ben, je peux faire confiance au management que, un, il ne me fait pas du flicage et que, deux, quelque part, ben, ça reste le citoyen au centre. C'est un peu large, hein, mais... Alors, déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'effectivement, l'intelligence artificielle, elle apprend de ce qu'on lui a donné. C'est la première chose qu'on fait chez nos clients. Et j'ai un très bon exemple, parce qu'on a un client là actuellement qui pose problème, où le client en fait est venu et nous a dit, ok, votre IA elle me donne des réponses qui sont fausses. Puis on a commencé à regarder, et en fait, en regardant, on a découvert en fait un truc de dingue, c'est qu'il mettait des points après chaque chiffre. Alors que l'intelligence artificielle le prenait en un seul. Donc, c'est de l'amélioration continue, hein, c'est le but aussi avec de l'intelligence artificielle. Là, ben, par exemple, on a dit tu ne prends plus les caractères autres que du numérique, et on grandit comme ça. Donc déjà, effectivement, l'information qu'on va donner à une IA,
va avoir une incidence sur ce qu'elle va nous donner aussi comme info. Si je lui apprends que ça, c'est vert, ben pour une intelligence artificielle, ce sera vert. Ce sera sa vérité. Elle est vraie pour elle, mais elle n'est pas une réalité. Donc il y a déjà ça, effectivement, la donnée qui est importante. Après, je pense que c'est effectivement la grande force et la grande différence de l'Europe par rapport à la Chine, c'est ce côté encore humain. Aujourd'hui, on le sait tous, un avion peut se poser tout seul. Un avion, il y a tous les systèmes AIS qui permettent de poser, l'avion peut se poser tout seul. Pourtant, c'est encore un humain qui pose les avions. Pourquoi ? Parce qu'on veut toujours cette vérification humaine derrière. Et je pense qu'on est loin d'arriver à la toute décision d'une IA. Il faut savoir qu'une IA, en moyenne, vous êtes plus sur un enfant de 3-4 ans en termes d'intelligence. Hein. On n'est pas sur quelqu'un, je veux dire, les films où on voit une IA qui va conquérir le monde, on en est très loin. On en est très loin. Mais effectivement, la donnée qu'on va donner à l'IA va avoir une importance capitale, ça c'est certain. Et après, sur l'aspect vraiment managérial, sur l'aspect utilisation, je pense que l'IA peut faire beaucoup plus de bien que de mal. Mais effectivement, entre de mauvaises mains, et c'est aujourd'hui pour ça qu'on a beaucoup de consortiums qui s'ouvrent et qui se créent dans le monde pour réglementer l'intelligence artificielle. Parce qu'elle peut être utilisée à de très mauvais escients. Elle pourrait aussi être effectivement, de dire voilà, c'est le cas aux États-Unis malheureusement. Il y a une ah non, c'est au Canada, pardon. C'est au Canada, c'est une société qui fait ce qu'on appelle des frameworks pour les sites internet. Ils ont dû licencier, je pense, 10 000 personnes. Eh ben, ça a été licencié par une intelligence artificielle. Ils ont développé une IA, ils ont appuyé sur le bouton, ils ont pris tous ceux qui n'étaient pas performants et ils ont reçu par mail leur lettre de licenciement. C'est sûr que pour le RH, c'est beaucoup plus facile. Hein. Le problème est moins compliqué, mais ça perd tout le côté humain. Et c'est surtout que je pense qu'un humain, c'est bien plus que juste des chiffres sur un tableau. Un humain, ça va être une relation avec la personne. Pour la petite parenthèse, on a eu tout à l'heure un développeur qui est passé sur le stand pour être embauché chez nous. Et la première chose qu'on lui a dit, on ne cherche pas quelqu'un qui est une bête en développement. On cherche quelqu'un qui a envie d'apprendre, on cherche quelqu'un qui a envie surtout. Et en fait, c'est là où l'être humain a cette émotion qu'une intelligence n'a pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle va travailler main dans la main avec l'humain. C'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Hein. C'est de l'assistance, c'est de l'aide à la décision, mais ce n'est pas une intelligence artificielle qui va gérer elle-même tout. On ne doit pas en arriver là aujourd'hui. Ce sera peut-être dans quelques années, mais aujourd'hui, on en est encore loin, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non ? Personne ? Monsieur ? Non ? Ok. Juste pour un peu savoir, je vais faire un petit tour. Hop. Savoir un peu, Martin, peut-être te présenter rapidement. Donc, Martin Cardoen, moi je suis conseiller commercial pour la région Wallonne, basé à Strasbourg. Voilà. Donc l'équivalent de Business France, au fait, mais pour la Belgique. Ça va nous permettre vite fait, juste 30 secondes, de voir un peu qui est dans la salle et d'avoir une idée. Ouais. On parlait de la prise de décision de l'IA, notamment par rapport, je rebondis à ce que tu disais tout à l'heure sur les avions qui atterriraient tout seuls, notamment sur les véhicules autonomes qui arrivent au fur et à mesure. Y a-t-il pas aussi un problème d'assurance derrière de à qui impacte la faute, puisque on sait que quand il y a des personnes qui en subissent les conséquences, on cherche quelqu'un pour payer, si je dois tirer le trait. Et si c'est la machine qui paye, c'est la personne qui a fait la programmation qui va payer. Ou est-ce que c'est la personne qui était derrière le volant ou derrière la console de commande? Alors ça, c'est le sujet du moment. On a le sujet avec Tesla, entre autres, là en ce moment, avec les accidents sur les voitures Tesla. Même s'ils sont minimes par rapport au nombre d'accidents humains, ça reste quand même un sujet de discussion. Aujourd'hui, la règle, elle est assez simple. Elle est assez simple, oui et non. Ça va dépendre du type d'accident. Mais aujourd'hui, on considère toujours que la personne qui est derrière le volant est le responsable. C'est à lui d'être attentif. Il doit rester maître de son véhicule. Et donc, s'il emboutit une voiture ou peu importe, c'est lui qui est responsable. Il ne va pas pouvoir se retourner sur Tesla en disant « Ouais, mais votre voiture, elle n'a pas freiné tout seul. » Il était là, il est derrière le volant, il a la responsabilité.
il a la responsabilité. Donc à aujourd'hui, ça reste très... Chaque fois que ça part au tribunal, de toute façon, c'est des mois et des mois de discussion. Mais aujourd'hui, normalement, la personne qui va utiliser, par exemple, le véhicule autonome, va avoir la responsabilité de ce véhicule. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les véhicules totalement autonomes ont du mal à percer dans les villes. Aujourd'hui, il faut savoir, alors bon là c'est un autre débat, hein, mais il y a un dumping sur les assurances où les assurances ne veulent pas de voitures autonomes trop vite. Pourquoi? Parce que si on met trop de voitures autonomes dans des villes, les voitures vont se suivre. La diminution, il faut savoir qu'aujourd'hui, 100% des accidents des Tesla, c'est des accidents qui sont dus à des véhicules extérieurs. Si demain vous mettez des véhicules autonomes dans une ville, ces véhicules vont se suivre, ils vont rouler au pas, ils vont se détecter, et donc le risque d'accident va diminuer. S'il y a moins d'accidents, logiquement, les assurances vont gagner moins aussi, puisqu'ils vont devoir diminuer leurs primes. Donc il y a un vrai problème. Ça, c'est une conférence AXA que j'ai été voir il y a quelques mois qui était géniale, où le mec disait on n'est pas trop fan des véhicules autonomes parce que ça va un peu tuer notre emploi, quoi. Donc on se dit ok, ça annonce un peu la couleur aussi. Mais à aujourd'hui, par exemple, un super exemple qu'il y a eu, enfin super exemple, oui et non, avec une Tesla il y a 2 ans, je pense de ça, où en fait la Tesla a embouti un camion parce qu'il y a un camion qui a tourné à un endroit où il ne devait pas tourner et la Tesla n'a pas détecté avec le reflet du soleil. Donc à la fois il y a un problème machine qui n'a pas été détecté, mais d'un autre côté on a quelqu'un qui a pas respecté le code de la route et qui a tourné. Tu vois, là on est sur un exemple d'assurance qui est hyper compliqué parce que qui est fautif finalement? La personne. Et donc là en fait ils ont analysé de dire est-ce que le chauffeur aurait pu s'arrêter s'il était vraiment au volant? Si oui, bah c'est lui le responsable. Sinon ce sera le camion qui sera responsable parce qu'il n'avait pas respecté le code de la route. Donc le monde des assurances est très compliqué sur le terme d'IA. Mais aujourd'hui, pour l'instant, la règle est là. C'est simple, vous êtes une voiture autonome, vous devez rester maître de votre véhicule. Tout comme que vous avez le cruise control si vous emboutissez une voiture. C'est même plus loin que ça. Hein. Demain, t'emboutis une voiture t'emboutit et t'emboutit la voiture de devant, c'est toi le responsable. Tu vas devoir te retourner sur la voiture qui est derrière, mais c'est toi qui as la responsabilité puisque tu n'as pas été maître de ton véhicule. Donc c'est le même principe. C'est le même principe. Hop, d'autres questions? Je continue à faire mon petit tour. Non, pas pour l'instant. Donc, Nima Garay de la société PLC Power Libre Control. Donc, on est spécialisé dans tout ce qui est contrôle de la lubrification des machines à distance. Donc, effectivement, c'est super intéressant aussi. Et l'IA, donc, bientôt tout le monde va y passer à un moment donné, mais bien sûr, il faut toujours garder les limites au bon moment, au bon endroit. Donc, ça, c'est vraiment la question à se poser. Oui, David Maire de la société Electricity. Je suis directeur technique de la société Electricity. Nous sommes éditeurs et intégrateurs de logiciels. Et l'intelligence artificielle, je pense qu'un grand enjeu des années à venir va être, parce que l'intelligence artificielle se base sur les big data, il faut beaucoup de données. Un des enjeux va être l'optimisation et de ces données, parce que vous parliez avant de véhicules autonomes. Un véhicule autonome génère 1 giga de données par seconde. Donc on va vraiment avoir un problème à terme, si vraiment vous imaginez tous les véhicules seraient autonomes, ce serait impossible. Ouais, c'est clair, mais c'est des entreprises comme vous aussi qui font finalement aussi l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on disait aussi au départ. Finalement, avoir tout sur du papier ou quoi, ben, ça ne permet pas de faire l'intelligence artificielle. La première étape va être justement qu'une entreprise se digitalise avec un ERP, qu'elle va traiter sa donnée, qu'elle va utiliser sa donnée et qu'on va pouvoir nous réutiliser à la fin. Souvent, il faut en moyenne une maturité de 2 à 3 ans en termes de logiciel en interne pour récupérer une donnée qui a quand même une certaine fiabilité. Mais oui, c'est des enjeux. On a des enjeux par exemple avec le KM0 hein, sur la 5G, des choses comme ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont devoir, le big data, le master data, ça va être des éléments très très importants pour l'avenir et pour l'IA surtout. Fabienne Buller, je suis campus manager pour KM0 et notamment sur les questions d'IA, on a effectivement des projets qui sont en gestation sur de l'IA, sur de la 5G, comment allier les deux, voilà. Kevin Abeguer, Sauter Régulation. Donc, moi, j'occupe le poste de responsable technique pour la partie OEM qui s'occupe des fabricants. Donc, nous, effectivement, on a un gros enjeu autour de l'intelligence artificielle par rapport à la prédiction du bâtiment, par rapport à son vieillissement, à tout ce qui est maintenance anticipée. Forcément, un système de chauffage qui s'arrête en plein hiver ou une production d'eau chaude pour un hôpital, par exemple, qui devrait tomber en carafe, c'est juste impensable.
Donc de pouvoir prédire la défaillance avant qu'elle n'arrive a un gros enjeu financier. En règle générale, quand on parle d'argent, on arrive assez vite à comprendre l'intérêt que ça peut avoir. Donc effectivement, l'intérêt pour nous de l'IA n'est plus à faire. Maintenant, c'est comment on le génère, cette IA. La pertinence de la donnée, un petit peu, hein, je reprenais ce que vous disiez, on est capable de générer des millions et des millions d'informations la seconde. Maintenant, c'est quelle est la bonne information et cette information-là, comment on la valorise encore plus pour faire en sorte que derrière, on en tire le meilleur et qu'on puisse être le plus efficient possible dans le système global. Oui, clairement. Ça, c'est aussi c'est un enjeu. Les entreprises n'en ont pas conscience. Et c'est un peu le travail de toutes les personnes qui sont dans ce domaine-là, dans le domaine du digital, c'est d'arriver à faire comprendre aux entreprises que la valeur numéro 1 dans une entreprise reste la data. Même si beaucoup vont dire que c'est l'humain, c'est pas une réalité parce que finalement, la data va aider à ce que l'humain soit meilleur, à ce que l'humain soit mieux, se sente mieux. Et donc, la première valorisation d'une entreprise, elle va être vraiment sa data. Donc ça, c'est hyper important, le master data à gérer. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Niquez. Donc moi je suis étudiant pour la société Blinky, qui est une société basée à Charleroi et qui est spécialisée dans l'IoT, dans le développement de firmware en Bluetooth Low Energy. Et donc moi j'ai évidemment beaucoup moins d'expérience que tout le monde ici sur l'intelligence artificielle, mais je trouve ça très intéressant et nous je sais qu'ils l'utilisent pour faire de la visualisation d'objets, de défauts dans l'objet, donc pour prévenir aussi d'où vient le défaut et qu'est-ce qui pourrait le solutionner. Mais c'est super intéressant. Effectivement, encore une fois, finalement, comme le RP, la génération de data est capitale et importante pour l'intelligence artificielle. Donc, un enjeu important. Hop, je vais passer au C-Team. Alors, Yannick Maffy, c'est Team Grand Est. Nous travaillons avec mes collègues ici présents. Le rôle du C-Team, c'est principalement le transfert de technologie. Et dans notre cas, nous travaillons sur le contrôle non destructif à 100% en temps réel. Et effectivement, de plus en plus, on intègre notamment la technologie IA qui permet de répondre à des problématiques industrielles, notamment pour répondre aux enjeux de contrôle automatique, de pénibilité et de fiabilité concernant le contrôle de la production. Ouais. Donc, Quentin Julien, je travaille aussi au C-Team Grand Est avec mon collègue. Voilà. Moi, Pierrick Berton, je suis technicien chargé d'affaires. Antoine Valentin, je travaille aussi au C-Team Grand Est. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu assister entièrement au... Donc moi, j'ai fait un peu d'intelligence artificielle, j'ai vu la génétique, ce qui n'est pas très connu. Qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle surtout des réseaux de neurones, ce genre de choses-là, ces boîtes noires. Donc moi, je trouve qu'on peut aussi tomber dans le piège de vouloir direct faire de l'intelligence artificielle, c'est magique. Mais parfois, on peut aussi... revenir quand même sur des choses anciennes qui fonctionnent très bien. J'ai fait du traitement d'image et il y a des choses qu'on fait très bien depuis des années sans intelligence artificielle. C'est vrai que dans le salon, par exemple, il y a certaines choses qui sont faites en intelligence artificielle. Il y a d'autres qui ne sont pas faites en intelligence artificielle. Ça, c'est aussi très important de savoir quand on doit prendre l'intelligence artificielle et quand on ne doit pas en faire. Non, oui, c'est excellent de dire ça parce qu'effectivement, il y a un des sujets aussi qui est important. On en parlait avant, le nombre de data qui vont être traités. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est quand même très gourmand dans son traitement aussi. Et il y a plein de choses qui sont excessivement bien faites avec de l'algorithmie simple ou avec de l'utilisation simple qu'on utilise depuis des années. Et il ne faut pas tomber dans ce vice de l'IA partout, l'IA pour tout, parce que ce n'est pas une vraie réalité. Il faut l'utiliser à bon escient. L'un des domaines, par contre, où ça a de l'importance, par exemple, sur lequel on a travaillé, enfin en tout cas mon data scientist, c'est sur la détection des cancers du sein, par exemple.
avant même d'avoir les premiers symptômes. Donc en fait, il a travaillé sur cette analyse, la mammographie, d'analyser vraiment et d'éviter de devoir faire finalement un PEP scan, je pense, je ne sais plus le terme technique exactement, mais qui coûte très cher. Vous allez avoir une injection de produits nucléaires, enfin radioactifs, et donc finalement qui n'est pas très bon pour le corps et tout. Et finalement, cette possibilité avec l'IA de détecter un cancer avant même qu'il arrive, ça permet aussi de faire un pré-traitement. Là, on a de l'intérêt, effectivement. Après, mettre de l'intelligence artificielle pour tout, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, et je suis assez d'accord avec ce que Martin disait. Faut pas qu'on en devienne aujourd'hui comme cette société canadienne qui a dit, OK, ben, je dois licencier 10 000 personnes, j'appuie sur un bouton, je licencie les 10 000 moins bons. C'est vrai que l'intelligence, elle doit rester dans sa sphère aujourd'hui. Et le CETIM a plein de sujets, puisqu'on les voit, ils sont pas très loin, hein, on est voisins. Ils ont plein de sujets hyper intéressants. Et c'est là aussi un peu le travail des sociétés comme le CETIM, comme Sauter aussi, comme le KM0. C'est un moment aussi de dire, là, c'est pas nécessaire d'aller aussi loin. Il n'y a pas de nécessité, ça n'a pas de valeur ajoutée. Je pense que la première chose, quand on fait une intelligence artificielle, c'est vraiment de définir sa valeur ajoutée sur le court, le moyen et le long terme. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Non? C'est OK pour tout le monde? Mais écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à passer me voir. Merci à tous.